fait du bien. De voir que tu reviens. Vous reconnaissez la voix du grand Richard Séguin qui rendait hommage à Serge Fiori, qui est décédé le 24 juin dernier à l'âge de 73 ans. Marianne, le sage qui est monté dans les nuages, pour reprendre les paroles d'une de ses chansons mythiques. Et pour un instant, il y a 3000 personnes qui se sont rassemblées pour lui offrir sa dernière salle comble à la place des Arts hier. Et c'est le premier ministre François Legault qui a été le premier à venir s'adresser aux quelques 3000 personnes qui étaient rassemblées pour cette cérémonie d'hommage national. Dans la salle, on pouvait voir une grande photo de Serge Fiori qui est affichée, sa guitare, un agencement de fleurs blanches. Il y avait un drapeau du Québec également. Ça a été piloté par le grand ami et gérant de longue date de Serge Fiori, Serge Grimaud. C'était vraiment à l'image du chanteur. C'était simple, c'était émouvant aussi. On a eu droit à plusieurs témoignages émouvants et très comiques. Moi, c'est ce qui retient beaucoup mon attention de cette cérémonie-là, c'est que on a été capable d'aller raconter, d'aller chercher des petites pépites par rapport à Serge Fiori, nous raconter comment il était, et même si on ne l'a pas connu, que ce soit personnellement ou qu'on ait seulement consommé sa musique, on a quand même été capable de se faire un portrait de la personne qu'il était. Michel Rivard, Régis Labombe, entre autres, se sont montrés très émus par le décès de Serge Fiori. On vous a préparé un montage des différents témoignages marquants de cette cérémonie qui a lieu hier. Je vous laisse sur les mots de François Legault, Michel Rivard, Normand Brathwaite, Régis Labombe et Louis Valois. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui ont pris leur place grâce à Serge Fiori. Je t'aime, mon chum. Je t'aime. Puis si tu le permets, je vais revenir au « nous ». Si nous, mes amis, ce soir, cet après-midi, nous lui offrions tous ensemble le plus beau, le plus musical des moments de silence. Alors, merci beaucoup, Serge. Je t'aime. Tu me manques énormément tous les jours. Puis je pense que ça va être jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui m'a fait te dire qu'avant de t'aimer, je t'avais admiré. Ensemble, comme tu l'as dit, on était une caricature. Réunis, on était tellement niaiseux. Ton rêve était fou, mon gars. Serge, t'as porté haut l'amour de ta génération. Ils ont aussi rendu hommage l'acteur Luc Picard qui a interprété un texte qui portait sur la voix de son frère disparu. Et ceux qu'on vient de vous faire entendre, ce ne sont pas les seuls qui ont rendu hommage à Serge Fiori. Richard Séguin, Vincent Vallière, Gilles Valiquette, Judy Richards, Kim Richardson, Paul Piché, Louis-Jean Cormier qui était via vidéo, Michel Barrette, témoignage absolument... Mais Michel Barrette, là, c'est un excellent raconteur. Oui. Et là, de le voir dans cet aspect-là, c'était encore plus émouvant et très touchant. Ben oui, parce que Michel Barrette racontait, alors qu'il était tout jeune, il a eu droit à pratiquement un concert privé d'harmonium, de l'Heptade, en fait. Lui qui avait assisté aux répétitions. Et là, il racontait, oui, parce que la salle, après, c'était comble. Fait qu'il ne pouvait pas y aller. Puis il est allé 2 fois. Mais je pense qu'il avait été invité pour plier des chaises ou mettre des chaises en quelque part. Puis c'est comme ça qu'il a assisté à la répétition, oui. Tout à fait. Et après ça, il avait été invité justement par Serge Fiori à assister au concert du soir, avait pu prendre un verre avec les gars d'Harmonium également, et les deux s'étaient retrouvés des années plus tard, s'étaient croisés par hasard dans un gala. Une trentaine d'années plus tard. Et Michel Barrette avait raconté cette anecdote-là à Serge Fiori, qui s'en est souvenu. Ben oui. Alors, c'était toi, Michel, le seul public. Mais sincèrement, là, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion cette cérémonie-là. C'était... Pensons-y un instant, là. Harmonium, là, c'était une histoire d'à peu près 5 ans dans les années 70. Mais quel moment? Mais quelle période pour la musique 5 ans, québécoise. Mais qui a duré au fil du temps. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais au cégep, on avait des cours de musique dans mes cours de radio, puis des chansons qu'on nous montrait, c'était des chansons d'harmonium. Mm-hmm. Ça perdure avec le temps, cette histoire-là. Et ça démontre le génie de Serge Fiori, le génie de
de ces grands artistes-là, alors que 3000 personnes se soient réunies à la Place des Arts hier pour lui rendre hommage. Des gens là, d'un peu partout, que ce soit des politiciens, des fans, des gens du domaine artistique. Je pense qu'on a vécu un moment assez incroyable. Serge Fiori qui fait son entrée maintenant parmi les immortels. Là. Et Céline Dion est même apparue par vidéo à la toute fin de la cérémonie. Elle a chanté un extrait d'un musicien parmi tant d'autres. Elle a soufflé un baiser à Serge Fiori en disant « C'est pour toi, Serge ». Et après ça, la foule, ça s'est fait tout seul, là, ça s'est fait spontanément. Tout le monde s'est mis à chanter la chanson légendaire a cappella. Ça donnait un très beau moment. Ça, j'en avais des frissons, sincèrement. Là. Ça a été un beau moment de communion. C'était tout sauf un musicien parmi tant d'autres. Puis on aurait tellement voulu l'écouter encore longtemps. On pourra le faire grâce à ces enregistrements. Revivons d'ailleurs ensemble un autre très, très beau moment de cette cérémonie, interprété par Claude Pelgag. Un sage monte dans les nuages, regarde le terre, viens voir le paysage. Comme un sage monte dans les nuages. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles qui retiennent l'attention, c'était un incontournable, cette rencontre de Mark Carney avec son Conseil des ministres, avec comme trame de fond ces autres menaces tarifaires du président américain. Et on a vraiment senti là, qu'il diminuait les attentes là, quant à un deal qui enlèverait complètement là, les tarifs de notre réalité. Alors que le gouvernement canadien n'a toujours pas fait de réaction officielle, je le rappelle, là, aux menaces de 35% de tarifs qui entreraient en vigueur là, sur l'ensemble des produits canadiens, sauf évidemment tous les produits qui sont conformes à l'AICUM, hein, cet accord Canada-États-Unis-Mexique, mais qui entrera en vigueur dès le 1er août prochain. Mais là, en rentrant dans sa rencontre virtuelle qu'on attendait, bien sûr, avec son cabinet hier, Mark Carney, c'est ça, a modéré les attentes, a dit que même s'il y avait un accord de négocier, il doutait que les droits de douane s'en viennent. Alors, là, c'est à savoir, est-ce qu'on est en train d'essayer de préparer le terrain puis d'habituer la population canadienne à dire non, regardez, il va y avoir des tarifs, c'est ça, ou encore est-ce qu'on est en train de préparer quelque chose d'autre en coulisses? Parce que déjà, et de son côté, M. Carney, et du côté de Mélanie Joly, on dit qu'on négocie pas en public, là, qu'il n'y a rien qui va transparaître en dehors de tout ça. Fait que ça reste bien mystérieux. On sait qu'il doit y avoir aussi une rencontre très prochainement avec les premiers ministres des provinces. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'il va y avoir des demandes plus précises qui vont être faites, formulées envers le gouvernement fédéral? Ça reste à voir aussi. Mais c'est vraiment, là, on sent, je trouve, et dans le ton et dans l'attitude de M. Carney et de son gouvernement, on est un peu coincé, là. Hein? On ne sait pas trop de quelle manière on doit réagir avec un interlocuteur qui est aussi volatile, imprévisible et clairement auquel on ne peut pas faire confiance. Et ça, diminuer les attentes, c'est une stratégie politique qui est vieille comme le monde. Là, parce qu'à ce moment-là, tout gain d'ici le 21 juillet ou, au pire aller, le début août, va nous sembler comme étant extraordinaire pour Mark Carney. Mark Carney qui s'est positionné, souvenez-vous, rapportons-nous à la dernière campagne électorale. Mark Carney a été élu sur une chose, c'est-à-dire il a convaincu les Canadiens qu'il était la meilleure personne pour gérer Donald Trump. Là, c'est pas tout à fait ça qui se passe. On sent que les communications au sein du gouvernement sont de plus en plus hermétiques. Vous voyez plus beaucoup de ministres sortir sur la place publique pour commenter ça. Pourquoi? Selon moi, c'est pas compliqué. C'est que le canal de communication, il y en a un, et c'est Mark Carney. C'est Mark Carney qui a pris la balle au bon. C'est lui qui joue gros. Et en lien avec les conséquences que ça risque d'avoir, si au-delà du 21 juillet ou encore du 1er août, si on extensionne ça un petit peu, les tarifs font encore partie de notre, si vous voulez, notre paysage, puis ça devient un peu la nouvelle réalité, c'est un premier ministre qui va un peu perdre de sa superbe. Pourquoi? Parce qu'il a tenté de se positionner comme étant l'adulte dans la pièce. Restons dans les gros sous. C'est une histoire dans la presse. 10 milliards de dollars. C'est une facture qui sera quand même élevée pour l'aéroport Montréal-Trudeau. Ouais, ça va faire partie des grands projets qui frisent. Celui-là risque de dépasser le 10 milliards, mais dans les grands projets, là, ça dépasse même le REM, le 3e lien s'il arrive un jour, le projet de tramway à Québec également. C'est ce qu'on devrait dévoiler aujourd'hui, là, c'est-à-dire l'autre séquence de travaux qui doit s'échelonner du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau. Parce qu'on le sait, là, le nombre de voyageurs est en constante augmentation.
augmentation, ce qui est en soi une bonne nouvelle pour l'aéroport. C'est de l'entrée de revenus supplémentaires. Depuis le retour de la pandémie, ça ne fait qu'augmenter là, ce nombre de voyageurs qui transitent par l'aéroport. Mais là, c'est qu'on doit faire, oui, des nouvelles portes d'embarquement, mais aussi des ajouts de stationnement. On augmente la capacité du débarcadère. Ça, c'est un plan qui était déjà su, mais les coûts, eux, n'étaient pas amenés. La première phase, c'était 4 milliards sur le débarcadère. D'accord? Mais là, on sait que ça devrait atteindre le 10 milliards pour toute l'autre séquence qui est prévue jusqu'en 2035. Et là, pour pallier à tout cet argent-là, ce manque d'argent-là, ben c'est la Banque d'infrastructure du Canada là, qui va embarquer dans le projet. Il y a déjà 1 milliard de dollars, donc de ce 10 milliards-là, qui serait sécurisé du côté de la banque. C'est un prêt à très long terme. Là, on peut le rembourser sur des décennies du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau. Puis c'est important parce que leur dette, en date du 31 décembre dernier, à la fin de l'année, c'était 2,2 milliards de dollars de dette nette de l'aéroport de Montréal, le ADM. Donc, on a besoin d'argent neuf, puis on ne peut pas lever tout ça du côté du secteur privé nécessairement. Et là, le problème, c'est qu'on veut absolument éviter de refiler ça aussi aux voyageurs, parce que les frais d'amélioration aéroportuaire, c'est des frais qui sont chargés, c'est déjà les plus hauts au pays pour tous les aéroports. On est à 40 $ le billet. Ça avait augmenté en mars 2024. Donc, on veut éviter de refiler le plus possible la facture aux consommateurs, mais ça se pourrait que ça finisse par arriver parce que c'est du gros cash qu'on doit investir dans l'aéroport. Mais c'est sûr que le statu quo, c'était pas une option, là. C'était pas... Je pense qu'on a tous une anecdote, à un moment donné, impliquant l'aéroport Montréal-Trudeau, que ce soit des bagages, ça prend une éternité à les recevoir parfois. Moi, c'est le débarcadère. Sincèrement, là, je pense que je perds tous les bénéfices de mes vacances lorsque je débarque à Montréal-Trudeau. Et puis là, après ça, là, OK, là, c'est le débarcadère. Faut que quelqu'un, par exemple, vienne nous chercher. Là, sincèrement, là, tu peux pas rester là, hein? Ben, non, ceux qui viennent te chercher, ils peuvent pas rester là. Tu te fais avertir. Imaginez la scène. Non, mais imaginez la scène, là, OK? Là, j'étais avec mes valises, je suis là, puis là, j'ai repéré la voiture qui vient me chercher. Puis là, c'est pratiquement une course, là, une course à obstacles pour essayer de rejoindre la voiture. Là, t'as le gars avec son sifflet qui essaie de diriger le trafic, qui crie après tout le monde. Alors moi, en l'espace de 5 minutes, là, j'ai perdu tous les bienfaits, tu sais, de ma relaxation, le petit gin tonic là, sur le bord de la piscine dans le sud. J'ai tout perdu ça. Moi, c'est les bagages. Quand je suis revenue d'Europe l'année dernière, on a attendu pendant 1 heure au carrousel pour recevoir ma valise. Et puis Dieu sait que quand tu reviens d'un voyage en avion, là, t'as juste le goût de rentrer chez vous et de prendre une douche. Puis là, t'es pogné, crotté, fatigué, à côté, à attendre ta valise, à côté sur ton chariot 1 heure de temps. Mon Dieu voir Seigneur. Le carrousel tourner pendant 1 heure, là, moi, j'ai dit à mon ami, continue de regarder, moi, j'ai mal au cœur. J'ai dit, quand tu verras ma valise, tu me diras, mais sinon, là, je bouge plus. Oui, on a toutes des anecdotes d'aéroport. C'est vraiment, je suis convaincu que vous aussi, 187 Cube Radio, si vous en êtes arrivé des vertes et des pommures à Montréal-Trudeau, là, je serais curieux de vous lire. Dans le journal, c'est l'histoire assez particulière d'un ex-dentiste qui est accusé de trafic de drogue, qui voit maintenant ses actifs gelés. Oui, notre collègue Jean-Louis Fortin qui en a appris un peu plus sur le cas de Sébastien Perrault, qui vient de se faire saisir sa maison à 1,3 million de dollars qui se trouve à Blainville. Lui qui avait fait l'objet d'un reportage de la presse en 2024 parce que l'escouade anti-gang de la police de Montréal est allée perquisitionner chez eux. On le soupçonnait d'avoir produit des stéroïdes et de l'ecstasy. Lui qui est un ex-membre des Death Riders de la Rive-Nord puis des Rockers de Montréal, qui sont 2 anciens clubs écoles des Hells Angels. Et c'est le 23 avril dernier qu'il a finalement été arrêté, accusé de production, possession, trafic de stupéfiants, possession non autorisée d'une arme à feu, qui était un dentiste également, cet homme-là, depuis 2016, mais qui est radié depuis avril de cette année. Et là, c'est que non seulement on saisit sa maison parce qu'on pense que ça pourrait être là, un produit de la criminalité, ce qu'on appelle un bien infractionnel. Là. Donc, ce serait relié aux crimes qui lui sont reprochés. Donc, on peut saisir, louer, vendre cette résidence-là éventuellement. Mais ce qui est encore plus spécial dans ce dossier-là, c'est que oui, M. Perrault est accusé, mais sa fille Léana, son fils Jean-Sébastien, sa conjointe Stéphanie Charbonneau, son gendre Raphaël Abel sont tous visés aussi par des accusations criminelles de possession en vue de faire le trafic de substances. Il y a une deuxième résidence d'ailleurs, celle de sa fille et de son gendre, qui est saisie elle aussi à Bois-des-Filions depuis la semaine passée. C'est assez spécial de voir une famille. Tu sais, d'habitude, tu vois une personne, peut-être 2, un couple arrêté, les enfants sont innocents. Là, c'est comme... Toute la famille, la conjointe, les enfants, le gendre aussi. C'est assez spécial. Il y a des business familiales, hein, des fois. En tout cas, on verra bien la suite de cette histoire-là.
un influenceur qui a été condamné pour s'être approprié l'argent d'une investisseuse qui était inexpérimentée. Oui, dans le Journal de Montréal, ça m'a bien fait rire sous la plume de Sylvain Larocque parce qu'on dit un fin influenceur, hein, quelqu'un qui se donne des airs de grand magnat de la finance. Et c'est le cas de Joseph Dion Raymond qui, lui, sur les réseaux sociaux, se présente là, comme un day trader et un étudiant de la vie. Et vous verrez tous les classiques. Hein? Un étudiant de la vie. Un étudiant de la vie qui passe du temps sur lui à se recentrer avec des produits de luxe. Un peu partout, là, je fais des blagues, mais c'est un classique hein, des influenceurs de ce genre-là, de se prendre en photo sur des plages, des hôtels, des restaurants chics, des boutiques de luxe, avec toutes sortes de produits luxueux. Mais tout ça pour essayer de faire miroiter un style de vie mirobolant qui serait dû au marché financier. C'est comme ça qu'il a appâté, entre autres, là, une collègue de travail qui, elle, avait reçu de l'argent, là, un 14 000 $ qui venait de l'héritage de sa mère, qui venait tout juste de mourir. Et la jeune femme, l'entend parler de tout ça, voit un peu son style de vie et se fait convaincre de lui donner l'argent qu'elle a hérité du décès de sa mère. Le problème, c'est qu'à peu près à la minute où elle lui donne tout l'argent, elle se rend compte que c'est peut-être une mauvaise idée et là, demande de le recevoir, d'être remboursé. Et là, il cesse subitement ses paiements au même moment où elle dépose une plainte à l'autorité des marchés financiers. Mais là, il est finalement condamné à une amende de 30 000 $, va devoir lui restituer aussi à sa victime un 12 000 $ de tout ce qu'il lui a pris. Parce que, lui, puis tu t'intéresses à la bourse, Alex, il lui disait que plus elle investissait d'argent, plus ça augmentait les rendements, mais ça diminuait aussi les pertes possibles. Je sais pas si ça fonctionne dans ta tête de financier, Alex. Il y a 2-3 affaires que, clairement, ce gars-là n'avait pas compris. Moi, des histoires comme ça, sincèrement, ça me brise le cœur parce que l'argent est dur à gagner. Et lorsque des gens sans scrupules comme ça essaient de profiter de la naïveté de certaines personnes, puis plus que jamais, on est bombardé sur les réseaux sociaux par ce genre de contenu-là, nous laissant miroiter que de l'argent facile à faire. Écoutez, là, je reviens à la base, là. Puis c'est pas un conseil financier que je vous donne, là, c'est juste le b.a.-ba, là. Il n'y a pas mille et une façons dans la vie d'essayer d'améliorer son sort. Là. Soit tu travailles plus, tu vis en dessous de tes moyens, tu budgètes, tu fais des investissements judicieux. Il y a un vieil adage qui dit souvent le temps passé, par exemple, sur les marchés, c'est beaucoup plus bénéfique en ce qui concerne les fameux intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde quand on voit le rendement exponentiel sur des années, pas sur 2-3 jours, non, sur des années. Et versus, c'est plus payant ça que de timer, si vous me permettez l'expression, d'essayer de synchroniser le marché. Mais encore faut-il être bien accompagné, bien conseillé. Et malheureusement, encore une fois, on a un exemple flagrant dans le journal ce matin d'un espèce de requin de la finance qui a essayé de profiter justement de la naïveté de quelqu'un qui était déjà éprouvé par la perte d'un proche. Ce genre d'histoire-là, sincèrement, là, me lève le cœur. Je dis souvent qu'on la paye dans une entreprise, dans une organisation, ça devrait être sacré. Tu joues pas avec ça. Quand ça vient en plus du gouvernement, là, tu te dis, attends une minute, là. Et ça vous allume certainement une lumière, le système de paie Phoenix, et on a un autre exemple d'une vie qui a été complètement broyé par les ratés de ce système-là. Après des années de ratés, on peut dire que le système Phoenix ne relaie pas de ses cendres. Hein? C'est toujours vraiment un problème. Et là, c'est un nouveau cas qui est confié à nos collègues du journal. C'est Jason Vinetti, un homme qui travaille depuis 19 ans à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On se comprend. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans son métier, fait longtemps qu'il est là, il est magasinier pour le ministère de la Défense nationale. Je veux pas vous apprendre des choses, mais si on augmente les dépenses en militaire au Canada, on va avoir besoin de gens comme M. Vinetti. Et là, le problème, c'est que lui a vécu, au sortir de la pandémie en 2022, une grosse dépression. Fait que là, il envoie tous ses papiers à Phoenix, mais Phoenix, eux, traitent pas ses papiers à temps. Fait qu'il est 13 semaines sans paye. Alors, pendant qu'il parle... Et puis 13 semaines, je le répéterai, là, 13 semaines, pas de paye, en pleine dépression, réussit à avoir une avance de 4 800 $ de son employeur. Et là, en décembre dernier, après s'être remis un peu, sa santé redégringole. Fait qu'il prend un congé d'étalement, qu'on appelle. Il passe 3 mois chez lui, se remet le lendemain sur pied et a une paye réduite. Sauf que, pendant qu'il y a une paye réduite, Phoenix se met enlever des montants de plus en plus gros de sa paye
parce qu'ils disent « Ah, ben, tu te souviens, on avait fait une avance pour toi, ben maintenant, on va la reprendre. » Sauf qu'on se comprendra que cette avance-là, elle était causée par 13 semaines pas de paix par le système Phoenix lui-même. Et là, ben, la grosse machine gigantesque de Phoenix, ben, veut rien savoir de ces explications, veut rien savoir de l'accommoder. Et il se retrouve en ce moment à mettre ses cartes de crédit au maximum, emprunter de l'argent à ses parents. Et il se retrouve parmi les 372 000 fonctionnaires qu'on estime être touchés par des problèmes de paix. C'est une autre histoire tragique, vraiment. Ouais, ben t'imagines le trou que ce gars-là s'est creusé, là, le trou financier que ce gars-là s'est creusé. Et des histoires comme ça, il y en a une puis une autre pour un système qui a coûté une fortune, aux contribuables. Et pas qui un système fonctionne informatique qui a coûté une fortune au pays. Je dis, dès qu'on met le mot informatique dans une phrase, là, je commence à faire toute une réaction. Je commence à faire de la haute pression. Bon, et au sport, Alexandre, match des étoiles. Raconte-nous un peu les faits saillants de ce match qui s'est terminé en espèce de... C'est quoi, c'est des circuits de barrage? Des circuits de barrage pour la toute première fois de l'histoire. On a des tirs de barrage. Ben, c'est ça, on a décidé d'emprunter au soccer et au hockey cette formule pour essayer de départager un gagnant parce que ça s'était arrivé, là, il y a eu plusieurs égalités, là, 2 verdicts nuls dans l'histoire du match des étoiles au baseball majeur, mais c'était jamais arrivé qu'on avait départagé comme ça pour avoir un gagnant parce que au bout de 9 manches, c'était 6-6 et là, on se comprend, c'est la nationale contre l'américaine dans les 2 divisions qui jouent l'une contre l'autre et la nationale menait 6-0 déjà, mais l'américaine est revenue là, avec 4 points en 7e manche, 2 autres en 9e et on a forcé cette espèce de prolongation spéciale qui était des circuits de barrage. Dans le fond, on choisissait 3 joueurs de chaque côté et chaque joueur avait 3 élans. Chaque fois que tu faisais un coup de circuit, ça valait 1 point. Et c'est le joueur Schwarber qui a été complètement parfait et qui a permis là, à la nationale de battre l'américaine en prolongation, en cognant. Donc, 3 coups de circuit de suite. Un fait assez impressionnant. Merci. Puis les amateurs en ont eu pour leur argent, donc dans un match des étoiles comme celui-là qui était hors du commun. Pour plus d'informations, allez sur l'application Cube et sur le site cube.ca.